C'est mon côté libanais en fait qui parle, c'est-à-dire le côté spontané. Je parle avec les mains, c'est comme ça, je suis méditerranéenne. J'ai bien essayé d'être cartésienne, vous savez, j'étais chez les jésuites et donc on a essayé d'un peu de me mettre dans un... Mais je ne sais pas faire. Bonjour à tous, bonjour Léa et merci d'être là parce que vous avez une journée un petit peu compliquée, on va dire, entre vos activités habituelles sur France Inter. À l'issue de ce débat, vous aurez un tournage et ce soir, alors ça c'est ce qu'on a appris ce week-end, vous allez rencontrer quelqu'un d'assez important. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Emmanuel Macron. Non, c'est pas ça. Non, effectivement, c'est une journée assez chargée qui a commencé très tôt pour moi, puisque j'ai commencé par la matinale d'Inter avec Marlène Schiappa comme invitée, puis Pierre Moscovici. Puis je suis très honorée d'avoir été invitée pour venir rencontrer les lecteurs de Télérama. Parce que Télérama, vous savez, alors ma mère est dans la salle. Et non, mais elle vient rarement, donc elle s'en fiche en général. Donc là, elle est venue. Et il faut savoir que Télérama, mes parents étaient abonnés à 2 journaux quand j'étais petite. C'est Télérama et le Nouvel Obs. Et vraiment, ça a contribué à m'ouvrir à la culture. C'est vraiment pas tarte à la crème ce que je vous dis. Je l'attendais et je le lisais de manière religieuse. Et j'attendais c'était pas des thés, c'était les petits personnages qui étaient... Les petits Ulysse, ils s'appellent. Les petits Ulysse. Et voilà, donc quand vous m'avez appelé, j'étais très flattée. On en arrive à mon rendez-vous de tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est Al Pacino. Inutile de vous dire que j'ai très peur. J'étais surprise de recevoir le coup de fil de la production il y a un peu plus d'1 mois en fait. Ils m'ont appelé en disant bon voilà, Al Pacino va venir à Paris pour donner 2 masterclass un peu spéciales où il va parler au public au Théâtre de Paris. On aimerait que vous lui donniez la réplique, que vous soyez... Et alors là, je vous cache pas que j'ai dit, vu que j'ai 3 boulots, un bébé, une vie de folle et tout ça, mon premier instinct c'est de dire écoutez là vraiment je vois pas comment je vais pouvoir... Parce que vous n'allez pas affronter Al Pacino au théâtre en anglais pendant 2 heures, pendant 2 heures, les mains dans les poches. Donc ça demande vraiment un vrai travail. Et dans un premier temps, je voyais même pas comment je pouvais imaginer donner 2 heures de mon temps, etc. Et puis en fait, ça ne se refuse pas. Pour moi, honnêtement, les deux acteurs les plus fantastiques même de mon adolescence, dont j'étais amoureuse, etc., c'est Al Pacino et Harvey Keitel. Moi, c'était pas Brad Pitt, c'était Harvey Keitel et Al Pacino. Donc voilà, avoir l'occasion de rencontrer cet homme que je n'ai pas encore rencontré, je vais le rencontrer à 18h. Il y a les rehearsals, les répétitions à 18h. Et voilà, je vais essayer de faire le mieux que je peux. En tout cas, ce sera son moment à lui. Moi, je suis juste vraiment... je renvoie quelques balles. D'accord. Et alors, une question un petit peu indiscrète, vous faites ça bénévolement ou Complètement. C'est sympa parce que vu le prix des places, vous auriez pu... Je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu gagner mon mois. C'est une référence au service public. Non, mais justement, vous voyez, je suis sur le service public et ça me semble être déontologiquement très important de ne pas accepter un centime. D'accord, très bien. On va démarrer un petit peu par le début. Vous avez un parcours un peu atypique en tant que journaliste pour la radio et la télé de service public. Vous êtes né au Liban, vous avez passé vos premières années au Liban avant d'arriver en France quand vous aviez 5 ans. Quels sont vos souvenirs? Avez-vous des souvenirs de cette enfance au Liban et en quoi ça vous a marqué? Oui, bien sûr que j'ai des souvenirs du Liban, et pas seulement des souvenirs, parce que c'est toujours mon présent, puisqu'une fois par an, j'ai besoin de retourner au Liban pour voir ma famille. J'ai encore beaucoup de cousins, d'oncles, de tantes, et pour vous dire honnêtement, me recueillir sur la tombe de ma grand-mère, parce que c'est l'être le plus cher que j'avais, et je pense qu'elle veille sur moi. Donc c'est très important pour moi, c'est un pèlerinage. Mes souvenirs du Liban, c'est la guerre, je ne vais pas vous le faire à l'envers, c'est-à-dire je suis née une nuit de bombardement folle, où ma mère a dû monter les 4 étages à pied parce qu'il n'y avait pas d'électricité, et parce que c'était un couvre-feu, elle perdait les os. Je suis née dans une nuit de guerre comme ça, mes parents habitaient au cœur du quartier, le seul quartier cosmopolite de Beyrouth, puisqu'il y a le quartier chrétien, le quartier musulman. Et nous, on était un quartier cosmopolite plutôt musulman, mais nous, on était chrétiens. C'était une manière pour nous, pour mon père en tout cas, de marquer le coup en s'installant dans un quartier plutôt musulman. Et notre maison était, pour vous situer, à 3 ou 4 rues de là où se réfugiait Yasser Arafat. C'était au moment où Arafat était encore à Beyrouth. Donc on a vraiment vécu 81, 82, l'entrée des Israéliens au Liban. Je ne sais pas si ça dit encore des choses aux gens, mais c'est vraiment dans ce contexte-là que je suis née. Et c'est après l'entrée des Israéliens qui ont chassé Arafat à quitter pour Tunis, etc. Puisque la guerre au Liban était une guerre civile, mais c'était aussi une guerre
régional. C'est à ce moment-là que mon père et ma mère ont dit bon, maintenant on ne peut pas continuer, il faut qu'on parte en France, ou en tout cas qu'on envoie les enfants en France. Donc on est parti en France et pendant 2 ou 3 ans on était entre les deux. On espérait toujours que la guerre s'arrête, comme tous les pays en guerre, les gens de pays en guerre espèrent toujours revenir un jour. Et la guerre ne s'est pas arrêtée. Et on est revenu 6 mois, puis on repartait 6 mois en France. On était inscrits dans 2 écoles, ma sœur et moi, à Paris et à Beyrouth. Ça a duré comme ça 2-3 ans et puis finalement on n'est jamais retourné. Je pense que c'est une blessure chez mes parents. Chez moi, c'est peut-être une chance. Et le fait d'y retourner tous les ans, en fait, c'est ça, vous y allez tous les ans. Oui, c'est très important pour moi de retourner à Beyrouth, de retourner à mes racines, et qu'il y a quelque chose. Vous savez, parfois, par exemple, quand il y a eu le truc du lot, etc., où j'ai dit vous êtes sérieux là, où j'ai dit c'est une plaisanterie à François Hollande. Souvent, on me ressort ces trucs-là, et j'ai dit mais c'est mon côté libanais en fait qui parle, c'est-à-dire le côté spontané. Je parle avec les mains, c'est comme ça, je suis méditerranéenne. J'ai bien essayé d'être cartésienne. Vous savez, j'étais chez les jésuites, et donc on a essayé d'un peu de me mettre dans un, mais je sais pas faire. Charles Aznavour disait qu'il était 100% français, 100% arménien. C'est un peu comme ça pour vous aussi, 100% Alors moi, française, mon problème, 100% c'est libanaise. que non, parce que je suis aussi arménienne, parce que ma mère est d'accord. arménienne. Donc si vous voulez, ça fait beaucoup de pourcentage. Beaucoup de pourcentage, ouais. Donc en fait, je suis pas. On va pas faire des pourcents. Je suis tout ça à la fois. Et moi, c'est plutôt la métaphore du millefeuille. C'est-à-dire que voilà, vous êtes constitué de plein de feuilles, de 1000 feuilles. Ben, moi, il y a une feuille libanaise, une feuille française, une feuille arménienne, et puis plein d'autres choses aussi. On n'est pas que ses origines. Vous avez quand même votre vie est un petit peu marquée par des bombardements au sens large du terme, puisqu'on va passer quelques années. Vous avez fait des études à Sciences Po Paris et vous partez poursuivre vos études aux États-Unis en été 2001. Et il se trouve que le 11 septembre, vous l'avez vécu de manière assez intense, si j'ose dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ce jour-là et en quoi ça vous a impressionné? Oui. Voilà, j'ai 21 ans, on est en échange à Sciences Po j'étais en échange avec NYU, New York University, et j'étais arrivée 15 jours plus tôt à New York. C'était la première fois que j'arrivais à New York. C'était merveilleux, l'été indien aux États-Unis. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est particulièrement très heureux. Et voilà, donc vous imaginez une jeune fille qui découvre l'Amérique loin du carcan familial, etc. C'était le bonheur, des fêtes, tout ça. New York, et puis ce matin-là, on était notre résidence universitaire à ma coloc et moi, qui était française aussi de Sciences Po, était exactement à 3 blocs du World Trade Center. Et elle était partie tôt, elle était allée à la fac tôt parce qu'elle avait un cours, et moi non. Et donc j'entends un énorme bruit de camion. Je pensais que c'était un accident de camion en bas de la maison, donc énorme bruit. Mais je m'en fous, je me réveille tranquillement, il est 9h du matin à New York, je me lève, voilà, j'enfile un truc, je descends pour acheter un croissant, et là j'ai une mama black, je m'en souviens, qui tambourine à ma porte et qui dit « You go down now !» Elle hurle ça. Donc je descends, je dis « What's happening ?» Ils disent there's a bomb, I think, in the World Trade Center. There's something in the World Trade Center, mais on ne savait pas quoi. Donc on descend tous dans la rue, et là, c'est les fameuses scènes où vous voyez les gens qui descendent des immeubles dans la rue. Mais moi, j'étais complètement relax, et donc je descends acheter mon petit pain que je mange, mon pain au raisin, je m'en souviens, que je mange en regardant effectivement le World Trade Center juste devant moi, qui est là-bas. Il y a de la fumée, et puis bon, voilà, c'est soit un incendie, soit une bombe. On attend que les pompiers fassent leur travail, et puis ça, tout ira bien. Et les gens descendent, et les gens descendent. Puis à un moment, je me dis, à l'époque, à New York, les gens avaient des transistors. Les Américains se baladaient avec des transistors. Maintenant, il y a les cell phones, les téléphones portables, mais ils avaient des transistors. Et on entend « There's a bomb in the Pentagon ». Donc on se dit quand même que ça pue, mais rien qui justifie une peur panique. Et du coup, je me vois en train de faire la queue devant une cabine téléphonique. Je me dis, je vais appeler mon cousin qui habitait en haut en lui disant, écoute, ça va, parce que tu sais que j'habite en bas. Donc voilà. Bref, je fais la queue, et là, il y a ce que pour moi a été, on nous tire dessus, mais en fait, c'était l'effondrement d'une des tours. Donc, il y a une espèce de blast de fumée qui sort de la rue adjacente, qui nous projette par terre. Et là, on a commencé à courir tous dans un mouvement dont je ne me souviens pas. Je me souviens que j'avais des tongs, je les ai perdus. Je me souviens qu'en étant percutée, j'ai été blessée là et là. Enfin, pas grave, hein, mais un peu. Et ensuite, on courait. Alors, les gens couraient de manière bizarre. Il y en a qui allaient vers la droite, vers le Brooklyn Bridge. Il y en a qui allaient tout droit, qui montaient vers Manhattan, et il y en a qui tournaient à gauche, qui allaient vers les tours. Bon, moi, je suis montée tout droit, j'ai couru pendant 45 minutes, je ne m'en souviens pas, et puis je suis arrivée blanche, rouge,
je monte les 6 étages de l'immeuble de journalisme où j'étais, et je vois Clémence, donc ma roommate, qui pleure, qui me dit « Les tours sont tombées, tu n'es pas mort ?» Je dis « Non. » Et je dis « Mais quelles tours ?» Il me dit « Mais les tours jumelles, elles sont tombées, t'as rien compris ?» Je fais « Mais non, on nous tirait dessus. » Donc moi, je n'ai pas du tout vu la même chose. Voilà. Et donc, c'était ma scène. Voilà, j'ai le sentiment en fait que ça participe de mon histoire et qu'il faut le digérer. Il n'y a pas de traumatisme. C'est quelque chose qui est... voilà, ça m'accompagne toujours, je ne peux pas vous dire. La vocation de journaliste, c'était avant? Oui, c'était avant. Et ça date de quand, la vocation? Ça date de quand j'avais 12 ans. J'ai convoqué mes parents en leur disant que je vais être journaliste. Voilà, et ça venait d'où, cette vocation? Il y avait des modèles? Non. Anne Sinclair un peu, mais pas tellement de modèles. Oprah Winfrey un peu. Mais pas tellement. Non, j'ai pas tellement de modèles. C'était comme ça. J'avais envie d'être journaliste. Et c'était déjà. Donc vous parlez d'Anne Sinclair. Donc est-ce qu'il y avait déjà une idée d'être journaliste politique ou c'était journaliste de terrain, reporter? Je sais pas. Je pourrais pas vous dire. Je vais pas vous mentir. Je sais pas. C'était journaliste. D'accord. Donc au retour des États-Unis après avoir complété vos études en journalisme là-bas, votre premier boulot c'est à la Public Sénat, enfin la chaîne parlementaire Public Sénat, grâce à Jean-Pierre Elkabbach. C'est un piston, on peut dire? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. C'est-à-dire que mon père connaissait Elkabbach et donc il lui dit ma fille, parce que donc je suis diplômée de Sciences Po et là on décide avec mes copains, dont une d'entre elles est là, de monter une boîte où j'avais pas envie de travailler. Je me suis dit on va monter une boîte de prod, on va faire des trucs, etc. Et là mon père me voyant voguer tranquillement vers l'indécision me dit mais enfin il faut quand même que tu fasses quelque chose au bout de 6 mois. Il me dit quand même, et il me dit bon, tu vas être journaliste, alors on va. Je lui dis oui. Il me fait bon, bah, ça tombe bien, je déjeune avec Elkabbach. Ok. Et donc il lui dit est-ce que tu peux pas la prendre en stage à Europe? Et l'autre dit non, je vais la prendre en stage dans une chaîne qu'elle connaît pas, qui s'appelle la chaîne parlementaire Public Sénat. Je vous confirme que je ne connaissais pas. Pas grand monde ne connaissait la chaîne à l'époque, je vous rassure. Hein. Et donc voilà, donc écoutez, il m'a essayé en stage. Lui, s'était s'engagé juste à me prendre 3 mois en stage, et en fait très vite, il m'a balancé à l'antenne et m'a donné ma chance. Donc je lui en remercie. Vous l'avez un peu provoqué, cette chance, quand même. Oui, je l'ai provoqué. C'est pour ça que j'ai aucun souci. Vous me dites piston, oui. Mais toutes les personnes ont eu un pied à l'étrier à un moment. Moi, il m'est arrivé d'aider énormément de gens depuis 15 ans que je suis journaliste. Et voilà, ils diront, il y a eu un piston. Bah oui. Alors, il se trouve que Jean-Pierre Elkabbach, il est toujours. Alors, il a perdu quelques-uns de ses postes, mais enfin, on le voit toujours à l'antenne, alors qu'il a 81 ans, si je ne m'abuse, sur CNews. Alors là, je vais un peu m'adresser à la féministe qui sommeille en vous. Vous ne trouvez pas que le pouvoir en France, et notamment le pouvoir médiatique, est encore beaucoup occupé, sinon monopolisé, par ces personnalités, on va dire, pour aller vite, ces hommes blancs d'un âge assez avancé? Alors, je ne vais pas contribuer à ça. D'abord, vous dites la féministe qui sommeille en vous, comme si vous présupposiez que je l'étais absolument. Je ne sais pas si je le suis. Je pense que je le deviens de plus en plus en vieillissant, par contre. Je ne l'étais pas il y a 10 ans, féministe. Ça me gênait le mot. Aujourd'hui, je peux vous le dire assez facilement. Non, je trouve qu'il y a des progrès. Voilà, au risque de vous, je suis ravi que vous me répondiez ça. Hein. Aujourd'hui, moi, par exemple, les patronnes de France Inter, de Radio France aussi, c'est une femme, Sybille Veil. De France Inter, j'ai 2 patronnes, Laurence Bloch et Catherine Nel, la directrice de la rédaction. Et à la télé, patronne de France Télévisions, c'est une femme, qui s'appelle Delphine Ernotte. Bon, c'est pas mal déjà. Globalement, moi, aujourd'hui, mes patrons, c'est des femmes. Donc, je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas d'avancée par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Après, ce que vous dites est juste, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers la parité, et notamment en politique, mais il y a une chose que de respecter la parité dans un gouvernement, et il y a une autre chose que de donner les vrais postes de pouvoir aux femmes. Et par exemple, sur ce qui s'est passé ces 4 dernières semaines au gouvernement, là, je vous parle d'un point de vue politique, j'ai été surprise de voir que toutes les nominations qui ont été faites, c'est-à-dire Christophe Castaner à l'intérieur, c'est-à-dire Richard Ferrand à la tête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire Gilles Legendre comme président de groupe La République En Marche, à la culture, c'est plus une femme, c'est un homme, Franck Riester, tous ces gens-là sont des gens bien, mais c'est des hommes. Et au dernier remaniement, le gouvernement a dit on a respecté la parité. Ouais, d'accord. C'était 3 secrétaires d'État dont je ne connais pas le nom, qui ont été nommés là, secrétaires d'État, etc. Moi, j'aurais aimé voir une femme à l'intérieur, ou des vrais postes de pouvoir pour les femmes. Donc, et je dis qu'en cela, La République En Marche et le nouveau monde d'Emmanuel Macron n'est pas tout à fait exemplaire. D'accord. Vous pensiez qu'il allait l'être davantage au début? Oui, je pensais qu'il le serait davantage. Et notamment, ce qui me chagrine un peu l'œil, c'est quand ils font des photos avec tous leurs directeurs de cabinet et tous les gens qui travaillent à l'intérieur dans l'ombre, c'est quasiment que des hommes. Que des hommes.
Pour rester sur ces discours plus ou moins féministes, en tant que journaliste, j'aime bien. Vous osez pas trop. Je le vois. En tant que journaliste politique, avez-vous vu des progrès justement dans les rapports entre les hommes politiques, alors pour le coup vraiment les hommes, et les journalistes politiques femmes? On sait qu'il y a eu quand même quelques abus parfois avant. Est-ce que vous, depuis vos débuts, est-ce qu'ils sont plus attentionnés, plus non, moi je me suis jamais fait harceler par un homme politique, par personne d'ailleurs. Ça m'est arrivé d'être draguée un peu, mais pas franchement, pas lourdement. Et alors pas du tout depuis 3-4 ans. Hein. Là, ils osent plus. Soit qu'ils estiment que je suis totalement périmée, soit qu'ils estiment que je suis trop. Mais non, ça, je suis plus du tout. Rien. On va dire que c'est un progrès. J'aimerais revenir sur votre passage à On n'est pas couché, qui vous a donné un surcroît de notoriété assez fort. Il se trouve que vous aviez remplacé Natacha Polony, qui était, on va dire, politiquement très marquée. Vous arrivez, vous êtes face à Aymeric Caron, qui lui était déjà là avant vous. Lui, il était politiquement très marqué dans l'autre sens, d'une manière assez prévisible, on va dire. Et vous arrivez là-dedans. Vous avez été pris comme caution de droite ou pas? Ah non, je crois vraiment pas. Non. Vous voulez dire que je suis de droite? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je sais pas. Vous voyez, ça m'amuse que vous me disiez ça parce que. C'est-à-dire qu'il y avait un jeu de rôle quand même dans cette émission. Non, mais j'ai peut-être un truc qui me tient à cœur, qui est chevillé à moi et que j'essaye de respecter, c'est ma neutralité politique. Et je crois que personne aujourd'hui ici dans la salle ne sait pour qui je vote. C'est impossible. Et comment j'arrive à ça? En fait, moi, ça ne veut pas dire que je critique ceux qui sont marqués politiquement. Il faut de tout, il faut des éditorialistes. Mais moi, au poste où je suis, où j'anime l'émission politique sur France 2, qui est l'émission statutaire de politique, où tous les matins, on est avec De Morand face à des politiques sur la première matinale de France. Je ne veux pas, et c'est vraiment quelque chose qui montrer quoi que ce soit qui montre ça, que je serais d'un côté ou d'un autre. Donc je ne pense vraiment pas qu'il m'a pris comme la caution de droite. Si j'apparaissais de droite par rapport à Aymeric Caron, oui. C'est pas difficile. C'était pas difficile. Certainement que par rapport à si vous situez Aymeric Caron, j'étais à sa droite. Mais honnêtement, non, je crois qu'au contraire, il voulait à ce moment-là lisser l'émission. Non pas que je pense être lisse, mais enfin, il voulait quelque chose de plus journalistique et de plus neutre. Dans cette émission, donc vous étiez, quand il y avait des hommes politiques, vous les asticotiez comme vous le faites sur d'autres radios. En revanche, au niveau quand c'était des artistes, des créateurs, on vous sentait parfois un petit peu mal à l'aise d'être dans la position du sniper, comme le faisait parfois Natacha Polony avec plus ou moins de talent, comme le faisait Aymeric Caron. C'était quelque chose de difficile pour vous de rentrer dans cette position de critiquer les créateurs? Très difficile. C'est une question qui était lancinante chez moi. D'ailleurs, je l'avais exprimée au moment où j'étais chez Ruquier. Je ne comprenais pas ma légitimité à dire à un réalisateur qui avait passé 4 ans sur son film que son film, c'était nul. Et les autres avaient beaucoup plus de facilité que moi. Et moi, je n'y arrivais pas. D'ailleurs, je me crois que je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours essayé. C'est ce qui me rendait le boulot chez Ruquier très difficile. Je l'ai toujours dit que c'était très difficile à faire. C'est une émission qui est très difficile à faire. Charles Consigny, qui est actuellement chez Ruquier, Quoi ? Vous l'aimez pas? Charles Consigny, moi, c'est pas un ami, mais c'est un garçon que je connais depuis longtemps. Je le prenais à l'époque d'ITélé. C'est un garçon qui a un talent certain. Et je me souviens, quand j'étais chez Ruquier, il m'appelait tout le temps en me disant « Je rêve d'avoir ta place, je le ferai mieux que toi. » Je dis « Oui, ça c'est certain. » Et il me disait, et je lui disais « Mais Charles, je t'assure, c'est un enfer pour moi. Tous les jeudis, je vais à l'enregistrement, j'ai le bide à l'envers. » Parce que justement, sur cette histoire de légitimité. Et il me disait « Mais pas du tout, pas du tout, c'est super, tu te rends pas compte, t'as un super poste. » Et donc, il a fait le truc et il m'a envoyé il y a 2 ou 3 semaines une photo de lui et un petit message le soir de l'enregistrement de jeudi soir. Et il me fait « En fait, tu avais raison, elle est très dure à faire, cette émission. » donc, voilà. Le fait que cette émission elle était enregistrée dans les conditions du direct, mais on sait qu'il y a beaucoup de montage derrière, c'était pas un garde-fou justement, ça vous soulageait pas? Si, c'était un garde-fou, bien sûr que le direct est beaucoup plus casse-gueule et qu'on pouvait se permettre, mais enfin, vous savez, quand il y a un public aujourd'hui de nos jours, quand il y a un public, quand il y a 6 témoins en invité, la vérité sort toujours. La preuve, elle était sortie sur Angot et Sandrine Rousseau. On peut enlever les images, mais l'histoire, elle sera dans la presse. Pourquoi vous avez arrêté cette émission où visiblement vous étiez quand même
de plus en plus à l'aise, en fait, clairement. Il y a peut-être une année d'adaptation, puis la deuxième année, on vous sentait vraiment dans votre élément. Pourquoi vous avez arrêté au bout de 2 ans seulement? Oui, vous avez raison. J'étais très heureuse la deuxième année avec Yann Moix et Laurent Ruquier. Il y avait une vraie relation amicale presque, je dirais, avec eux. Et j'étais très protégée, en fait. Paradoxalement, c'était très dur à faire, mais j'étais très protégée par eux et par la productrice Catherine Barma. Bah écoutez, c'est très simple. J'ai eu une proposition de boulot qui était à 3 mois du début de l'année présidentielle de co-présenter avec David Pujadas l'émission politique phare de France 2 et les soirées électorales, ce qui pour tout journaliste est un rêve, est un Graal. Donc si vous voulez, ça a été difficile pour moi de faire mon choix, mais c'était mon rêve. Donc voilà. Et sur l'arrivée sur France Inter, c'était l'année d'après? Non, c'était exactement au même moment que Ruquier. D'accord. Donc ça faisait beaucoup déjà quand même, tout ça. Ah oui, vous voulez dire que j'ai une vie de merde rempli, quoi. Non, c'est pas ce que je dis. Mais oui, je vous le confirme, j'ai une vie atroce, mais ça va se calmer à un moment. À un moment, il faudra que ça se calme, parce que c'est dur. En plus, sur France Inter, quand Patrick Cohen est parti à la surprise générale à Europe 1, vous étiez, je crois, le premier choix pour le remplacer à la tête à la matinale. Vous avez décliné parce que vous avez mis votre vie privée en avant, enfin, vous avez priorisé. J'ai dit que je venais d'accoucher d'un bébé qui avait 3 mois. C'était compliqué. Et donc, c'était. Toutes les femmes comprennent. Quand vous remplacez des fois Nicolas Demorand, qui est votre partenaire sur cette matinale, quand lui est absent, il vous arrive de le remplacer, vous regrettez pas de ne pas être la titulaire, non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je dois dire par ailleurs que depuis cette année, on a inauguré une nouvelle manière, je ne sais pas qui écoute la matinale d'Inter, mais désormais, j'ai l'interview de 7h50 et en plus, on se partage l'interview de 8h20 à part égale. Et je dois dire que c'est pour moi un bonheur absolu de bosser avec Nicolas Demorand. Vous savez, les duos, en général, en télévision ou en radio, c'est un enfer. Parce que tout le monde se dispute, parce que celui, en l'occurrence celle, qui n'est pas censé avoir le lead, veut la place de l'autre, etc. Alors moi, je ne veux absolument pas sa place, je ne ferai pas la matinale, je ne candidate pas pour faire la matinale seule. Et je suis très heureuse dans ce mariage heureux avec ce type qui est quand même une puissance radiophonique extraordinaire, qui a une culture inépuisable et qui est humainement quelqu'un... Alors, il n'aimera pas que je dise ça, il n'aime pas quand je dis ça, mais qui est bourré de failles. Et les failles, c'est dans les failles que transparaît la lumière. Et chez Demorand, il y a quelque chose de très tourmenté qui lui donne un supplément d'âme. Vous vous retrouvez sur le côté un petit peu oriental aussi, puisque lui, il a grandi au Maroc. Lui aussi, il parle avec les mains. Je vous le confirme. Oui, c'est vrai qu'on est deux orientaux, deux Méditerranéens. Votre interview de 7h50, 52, de 8 minutes, c'est la plus écoutée en radio de la matinale. Comment se passe le choix des invités? Comment vous disputez les invités avec Nicolas Demorand quand lui fait celui de... Vous savez, quand vous présentez la première matinale de France, c'est très important les matinales. Les matinales, parce qu'il y a un vrai réflexe radio chez les Français encore aujourd'hui. C'est-à-dire que le matin, c'est pas la télé. La télé, c'est le soir. Le matin, c'est la radio. On s'informe avec la radio. Il y a, je crois, entre 12 et 15 millions de personnes qui écoutent la radio entre 7h et 9h. Et les radios font 70% de leur audience le matin entre 7h et 9h. Donc c'est vraiment un carrefour capital. Il y a des excellentes matinales qui sont nos concurrentes, celle d'Yves Calvi sur RTL, celle de Bourdin sur RMC, celle de Nikos Aliagas sur Europe 1, celle de France Info avec Marc Fauvel, qui est mon grand pote, et celle de France Culture. Faut oublier personne, ça va être l'enfer. C'est bien, c'est bien. Voilà, Guillaume Erner. Non, c'est très important. Et donc, nous, on a 2 moments d'interview. Et en fait, c'est une réunion qui est au sommet. Je sors de la réunion avant de venir chez vous. C'est la réunion du lundi matin à 11h, à 10h30, avec les 2 patronnes, Laurence et Catherine, Demorand, moi, et toute l'équipe de la matinale, qui sont honnêtement, on leur doit un des grands succès de la matinale. La matinale de France Inter, c'est 4 millions d'auditeurs tous les matins, entre 7h et 9h. Donc c'est quasiment l'audience d'un 20h. C'est extrêmement puissant. Et cette équipe de programmation, qui est absolument formidable, emmenée par Mathieu Sarda, vraiment nous permet d'avoir les meilleurs invités au meilleur moment. Et il s'agit de sentir à quel moment il faut les faire sur du court, c'est-à-dire à 7h50, 8 minutes bien serrées, et à quel moment on peut s'autoriser de faire 20 minutes avec des questions d'auditeurs. Ça change, ça varie. Quel est le cahier des charges justement de cette interview de 7h50? Il n'y a pas de cahier des charges. On essaye de faire 2 politiques par semaine et 2 pas de côté, avec des artistes, avec Rachel Gédinac par exemple, qui est une rescapée de la rafle du Veldiv que j'ai reçue il y a 3 semaines, qui est un des moments qui m'a le plus émue, moi, qui est une femme de 84 ans, qui écrit son premier roman, où elle raconte la rafle du Veldiv qui lui a pris ses parents, et elle raconte ce moment où elle est arrêtée
à la Bellevilloise avec sa mère et sa sœur. Et sa mère entend qu'il y a une voix de secours et qui dit à ses 2 filles, vous partez maintenant. Et elle se jette dans les jupes de sa mère et elle lui dit, non maman, moi je reste avec toi. Et sa mère lui file sa première gifle. Et c'est cette gifle qui va lui sauver la vie. Elle lui file une gifle et elle lui dit, maintenant tu sors. Elle court avec sa sœur, elles vont être sauvées. Leur mère va mourir à Dachau, je crois, ou à Birkenau, je ne sais plus. Et elle le raconte dans son livre. Et elle l'a raconté ce matin-là. On a reçu des cartons de courriers d'auditeurs nous disant que c'était vraiment, alors je vais l'employer le mot, vous allez vous moquer de moi, un moment de grâce. Mais c'était vraiment un moment de grâce et un moment, pour moi, d'une force incroyable. Et donc voilà, ça sert à ça aussi l'interview de 7h50, c'est pas que des politiques ou des émissions de Nicolas Hulot. Est-ce qu'il y a des invités que vous ne voulez surtout pas, que vous refuseriez? Non. Alors moi, vous ne mettez aucun anathème. Je refuse les listes noires. D'accord. Et c'est un autre de mes combats sur France Inter, c'est oui, j'aurais pu recevoir Zemmour, si c'est votre question. Non, je ne pensais pas forcément D'ailleurs, à lui. non, parce que la question s'est posée quand il a sorti son livre il y a 1 mois et demi ou 2 mois. Je me suis demandé si je le prenais. Finalement, on a pensé que le grand face-à-face, l'émission plus longue avec Ali Badou, était mieux. Il a fait le grand face-à-face. Et voilà, et c'est tout. Parfois, ça heurte certains auditeurs qui pensent que le service public ne doit faire entendre qu'une seule voix ou qu'une seule idéologie. Moi, je pense qu'il ne faut pas. Vous voyez, quand j'invite Eugénie Bastier du Figaro, par exemple, ça fait gueuler certaines personnes. Mais pourquoi, en fait? Elle incarne quelque chose, elle représente quelque chose. La redevance, elle est payée par tous les Français, pas uniquement par les Français qui pensent bien. Je vous posais cette question parce qu'il fut un moment, on pensait par exemple que les élus du Front National n'avaient pas droit de citer sur une radio de service public, par exemple. Non, vous les recevez. D'abord, on a des obligations. Vous avez des obligations. Voilà. Mais en dehors, je sais, par exemple, même Laurent Ruquier, lui, il l'avait dit clairement, moi je les reçois quand je suis obligé, sinon je ne les veux pas sur mon plateau. Moi non. Pour vous, non. D'accord. Et quand un matin, alors je pense à une matinale du mois de septembre, il y avait eu des premières crises avec l'Aquarius, où le gouvernement italien refusait que l'Aquarius aille dans un port. Emmanuel Macron fait une leçon de morale à l'Italie en disant c'est mal, etc., sans que l'Aquarius aille en France, bien sûr. Et vous, ce matin-là, vous recevez Emmanuel Ménard, ce qui est un choix. Alors, est-ce que ce choix était prévu longtemps à l'avance ou pas? Oui, dans ce cas-là, oui. Parce que ça pouvait faire paraître un petit peu étrange quand même que ce soit cette personne-là, cette députée de droite très dure, on va dire, qui réagisse sur l'Aquarius. On attendait peut-être une autre réaction. Pourquoi vous dites ça? Allez au bout. Je me dis que c'était... Allez au bout. Pourquoi est-ce que sur la radio de service public, payée par la redevance de tous les Français, au moment de l'Aquarius, il faut forcément avoir une voix qui dise qu'il faut accueillir les migrants? Pas forcément une voix qui dise qu'il faut accueillir les migrants, mais une voix peut-être un peu moins extrême que Emmanuel Ménard, qui par ailleurs n'était pas une personnalité très importante. Alors mettez-vous à ma place. Elle était calée depuis longtemps. Est-ce que je l'annule parce que ce matin-là, il faut entendre une voix plus agréable aux oreilles? Non, je voulais savoir si c'était... Vous voyez, ça, c'est les questions qu'on se pose, la fameuse réunion du lundi matin. Et je vous assure que ça gueule parfois parce qu'on n'est pas d'accord parfois. Parce que sûrement... ce matin-là, enfin je m'en rappelle pas, mais il y a dû y avoir des gens un des présents à cette réunion qui a dit mais attends, on peut pas faire Emmanuel Ménard après l'Aquarius, il vaut mieux qu'on fasse une voix, et sans doute qu'on a dû dire non. D'accord. Voilà. En tout cas, elle était prévue avant, c'est ça que je voulais savoir. Oui, c'est certain. D'accord. Vous m'avez un peu scotché là. Oui, je copie, c'est vrai, j'essaie de lire, mais c'est illisible. Eh oui. Vous parliez tout à l'heure de ce fameux moment de grâce. Alors, je ne voulais pas me moquer, mais... Vous avez le droit de vous moquer, parce que c'était ridicule. C'était après coup. Mais vous pouvez nous raconter un petit peu cette journée très très particulière et totalement inattendue. Donc pour aller vite, alors, pour expliquer, tout le monde sait pourquoi il se moque de moi sur le moment de grâce ou pas? Voilà, c'est ce que je pensais. Il y a des gens qui ne savent pas. Parce que après la matinale de Nicolas Hulot, donc on est le 2e jour de rentrée, on y est le 28 août. On rentre un peu la tête fatiguée, encore en vacances de Morand et moi, et on a Nicolas Hulot, et on pense que ça va être une matinale normale, cool. Et on ne savait pas que Nicolas Hulot allait... Donc voilà. Écoutez, c'était un moment qui était un moment qu'on vit une fois dans sa vie de journaliste. C'était un moment... Quand un ministre, en général, veut démissionner, ou quand un homme politique a une annonce à faire, il choisit son média. Il appelle France Inter, France 2, TF1, etc., en disant « Bon, demain, je vous annonce ma démission.
vous me laissez du temps, j'ai besoin d'expliquer pourquoi je démissionne, donc je viens chez vous aux 20h ou à 8h20 sur Inter, etc. Et vous me donnez bien 10 minutes parce que je veux vraiment expliquer pourquoi je démissionne, mais pourquoi machin, etc. Bon, là, on a un hulot qui arrive, on se sent un petit peu fébrile et en colère parce qu'on prend un café juste avant qu'il rentre dans le studio, donc on est là avec toute l'équipe, les patronnes qui le saluent, tout ça. On le sent un peu énervé. On comprend qu'il y a eu cette réunion avec les chasseurs la veille à l'Élysée, qu'il n'a pas du tout apprécié la présence des lobbyistes. Mais plus que ça, on ne sait pas. Et même, il est en train de me dire, mais vous savez, sur la bioéthique, sur la biodiversité, j'ai obtenu des choses. Je vais quand même dire que j'ai obtenu ça, ça, ça. Donc vraiment, pas une seconde, on se doute qu'il va y avoir une démission en direct, et pas du tout, et surtout totalement surprise. Et donc, il y a ce moment que vous avez dû entendre, qui est un moment assez hallucinant de la sincérité de la parole politique. Quoi qu'on pense de Nicolas Hulot, moi je ne suis pas en train ni de le défendre ni de l'assommer, mais il y a ce moment, et c'est de plus en plus difficile pour les hommes politiques et les femmes politiques aujourd'hui, qui sont complètement circoncis dans leur tête par des éléments de langage qui sont effroyables. C'est-à-dire que la vérité de la parole politique, elle est de moins en moins là, elle est de moins en moins vraie. Et là, vous avez un homme qui, en fait... Je crois que c'est la première question de Nicolas Demorand qui l'a fait un peu vaciller. Parce qu'au lieu de commencer en disant ce que je pense beaucoup de journalistes auraient fait, bonjour, ce que j'aurais fait, bonjour, alors les chasseurs ont obtenu la baisse du permis de chasse, vous avez encore perdu une bataille, nanana, couleuvre à avaler. Demorand pose une question très large en disant cet été, ça a été un été cauchemardesque. Il y a eu les incendies en Californie, il y a eu les inondations, la Méditerranée a gagné 2 degrés, la Grèce était sous le feu, etc. Pourquoi tout le monde s'en fout? Et là, Hulot, on l'a vu en fait... parce que je pense que vraiment c'est un sujet qui lui tient vraiment à cœur, on l'a senti avec Nicolas commencer à vaciller et à dire j'ai pas de réponse. Et sa première réponse c'est je ne sais pas, je n'ai pas de réponse à votre question. Et là on a senti qu'en fait, au fur et à mesure des 2, 3, 4 questions qu'on a posées, on l'a senti, il l'a dit d'ailleurs, je ne veux plus me mentir. Et là, il fait sa sortie, et ensuite c'est accompagné d'une demi-heure. Si vous ne l'avez pas entendu, il faut l'entendre, la demi-heure qui suit le « je quitte le gouvernement », où il y a un plaidoyer pour la terre, un plaidoyer qui est absolument merveilleux. C'est un moment de vérité fou. Alors, on en arrive au moment fou la honte. Donc, le moment fou la honte, c'est que, en fait, on sort de cet entretien complètement assommé, sous le choc, tous, en tout cas Demorand et moi, et en fait, la direction nous dit, avec le service web, bon, faites un petit... il faut vous répondez. Alors, vous avez tout le monde qui vous inonde, toutes les chaînes qui veulent un débrief de l'interview, donc c'est interdiction de répondre, mais en revanche, on fait un truc pour notre service web, et ça c'est très bien, parce que après tout, on donne l'exclu à notre service web et à notre chaîne, et tant mieux, les autres n'en feraient pas moins. Et sauf qu'on l'enregistre vraiment immédiatement après, un quart d'heure après, on nous remet en studio et on nous demande de raconter, et puis il y a un montage, et puis là, je dis, c'était un moment de grâce. Et alors là, tout le monde s'est moqué de moi, et à juste titre, je ne veux pas dire autrement. En fait, ce que je voulais dire, c'est un moment de grâce. Je revendique le terme de grâce, mais c'est un moment de vérité, un moment métaphysique et un moment extrêmement fort. Voilà. Oui, je pense qu'en fait, les gens se sont moqués en disant vous avez eu le scoop, c'est un moment de grâce. En fait, ce que vous vouliez dire, c'était un moment c'était un moment, intense, la parole, voilà. d'une vérité mais politique. Mais bon, après, c'était sorti. En plus, ils l'ont titré Léa Salamé, c'était un moment de grâce. Donc, j'avais rien pour moi. Dans ces cas-là, il faut se prendre ce qu'on appelle la shitstorm, c'est-à-dire et je ne vais pas traduire. Et voilà, serrer les dents, ça dure 2 jours, ça se calme. Justement, à la sortie du studio, donc vous êtes sous le choc, comme vous dites, vous en reparlez avec Nicolas Hulot après Je ne lui ai plus jamais reparlé, je ne lui ai même pas envoyé de message. Ça a été... écoutez, c'était tellement fort que tout aurait été mièvre à côté, un message, merci pour ce moment. Enfin, qu'est-ce que j'allais envoyer? Ça aurait été pas mal, ça. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments vous avez parlé de cette survivante de la Shoah, donc il y a ce moment avec Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez d'autres souvenirs très forts comme ça de l'interview? Oui, ou les saisons précédentes depuis que vous êtes sur France Inter? Alors il y a eu l'année dernière, mon moment le plus fort, c'était comment elle s'appelle? La femme qui est allée mourir, Anne Baer, merci madame. Ça c'était un des moments les plus forts de l'année dernière, où cette rencontre avec cette femme qui allait partir pour la Belgique un mois après m'a vraiment fait réfléchir personnellement à son rapport à la mort, à la fin de vie, etc. C'était un moment extrêmement fort. D'accord. Et en sens inverse, est-ce qu'il y a eu des interviews qui
de votre point de vue, se sont vraiment très mal passées, vous n'étiez pas très satisfaite de vos questions? Très souvent. Je suis mon pire juge, vous savez, je ne me passe pas grand-chose. Les gens qui m'entourent le savent. Il y a plein de fois où j'ai été nulle, hein, ne nous l'aurons pas. Je dirais plus, mon pire souvenir, c'est l'émission chez Ruquier avec Michel Onfray. Un désastre de notre part. À Yann Moix et à moi, c'était un moment... Enfin, on était nuls, quoi. Vous savez, quand vous êtes nuls, vous êtes nuls. Et politiquement, mon pire souvenir, c'est l'émission politique avec Alain Juppé. Quelle année c'était en 1842. Quelle année c'était? C'était l'année dernière. C'était l'année de la présidentielle. Ouais. En fait, j'arrive sur l'émission politique avec David Pujadas. Ça y est, la présidentielle est lancée. En plus, moi, je suis enceinte. Donc, tout est un peu fou. Première émission, Nicolas Sarkozy. Et là, ça a beaucoup fait jaser en disant « Oh, elle a été agressive, etc. » Mais moi, je revendique. Je n'ai pas de souci avec cette émission-là parce que Sarkozy est quelqu'un qui aime bien la castagne et quoi qu'on en pense, c'est vraiment un animal politique et c'est un moment extrêmement fort quand on interviewe Sarkozy. Il se passe des choses. Et donc, je revendique comment j'ai été. On dit agressif, sans doute un peu trop, mais ça, c'est pas. La deuxième émission, c'est Arnaud Montebourg. On est en pleine primaire de la droite. Ça semble de l'Antiquité, mais c'était il y a un an. Et un an et demi. Un an et demi. Et la troisième émission, c'est Alain Juppé. Vous savez, la personne qui était censée être président de la République. Et à ce moment-là, en octobre d'avant l'élection, 2016... Encore favori à l'époque. C'était largement le favori. Ça faisait 2 ans qu'il était déjà président dans la tête de tout le monde. Et là, il allait gagner la primaire de droite. Et de toutes les manières, il allait être président. Bon, les choses n'ont pas été écrites comme ça. Et là, je dois dire que je fais une prestation, mais j'ai les poils quand je vous en parle. C'était nul. Je ne sais pas comment vous dire, j'ai voulu faire mon intéressante et ça ne marchait pas. Ils m'envoyaient dans mes cordes. J'étais seule, quoi. J'étais seule devant 3 millions de téléspectateurs. J'étais en solitude et je me souviens, je suis rentrée chez moi, j'étais mortifiée. Alors évidemment, dans ces cas-là, tout le monde me dit mais non, c'était pas si pire et tout ça. Tu parles. Et en fait, je vois mon compagnon, je rentre le soir, je vois mon compagnon qui a une tête différente d'habitude. Et là, il essaye de me faire de la pensée positive, mais non, machin. Et puis je lui dis, bon, maintenant, tu me dis la vérité. Il me dit, c'était nul, tu as été nul. Fin de la blague. Et vous avez réussi à analyser pourquoi ça s'était mal passé? Non, mais j'étais à côté. Vous ratez une interview, vous êtes à côté. Moi, j'avais préparé mes petites questions, je voulais faire mon effet, etc. Il n'y avait pas d'effet, c'était nul, c'était pas les bonnes questions. Et surtout, avec Juppé, on rigole pas, en fait. On fait pas de la vanne. Non, ça, c'est sûr. Alors une dernière facette de votre parcours, la plus récente, c'est on va dire, le journalisme culturel au sens large. Vous animez l'émission Stupéfiant sur France 2, qui a réussi à briser un peu la malédiction de ces émissions culturelles qui ne marchaient pas, qui n'intéressaient personne. Donc celle-là, elle a un ton. Comment vous êtes retrouvés? 700 000 téléspectateurs le lundi soir à 23h. Ouais. C'est rare. Donc... Non, mais parce que ça, j'insiste. Parce que Télérama, vous voyez, par exemple, Télérama n'a pas soutenu Stupéfiant. Si vous exagérez. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pas assez pour une rare émission qui. Vous avez commencé par taper il y a 2 ans. Pardonnez-moi de vous le dire. Et vous avez ensuite pas tellement soutenu. Alors dernièrement, vous vous rattrapez un peu. On a sur Michael Jackson, on a dit beaucoup de bien. On l'a rattrapé. On a vu un petit peu tard. Merci, mais vous savez, on a aussi besoin parce que c'est très dur d'imposer la culture à la télévision. Et en fait, si Télérama, qui est vraiment son ADN, ne nous soutient pas parce que c'est de la télé ou c'est Léa Salamé, c'est pas une culture plus, et ben c'est dommage. On a besoin aussi de votre soutien parce que les gens qui vous lisent sont des gens qui consomment de la culture. Donc la qualité de cette émission, vous voyez, je la reconnais, c'est d'essayer de sortir un petit peu quand même de la promotion, qui était souvent le cas des émissions culturelles. Vous faites des émissions monothématiques. Par exemple, il y a eu une très réussie dernièrement sur Michael Jackson. Donc tout à l'heure, vous allez tourner des interviews autour de Victor Hugo. Parce qu'avant Al Pacino, je fais un tournage de Stupéfiant après vous. Voilà, dans ma journée de malade mental. Comment ça se passe? Vous présentez l'émission? Comment vous intervenez sinon dans le contenu de l'émission avec le producteur? C'est Laurent Bon, le producteur, qui est un producteur très omnipotent, enfin qui a cette réputation. Non, il n'est pas omnipotent. Pourquoi vous dites omnipotent? Ah bah il a cette réputation quand même. Ah oui. Non, moi je le trouve assez horizontal dans sa manière de diriger. Non, c'est surtout Jérôme Bermin qui est le rédacteur en chef de l'émission qui est à la main. Laurent Bon, qui est le producteur, est évidemment très présent, mais comme il a quotidien tous les jours, puisqu'il produit Yann Barthès, ça lui prend beaucoup de temps. On le définit ensemble, en fait. C'est surtout eux, je dois vous dire. Je ne vous cache pas qu'entre la matinale d'Inter, l'émission politique Stupéfiant, je
je suis très présente, mais je suis moins tous les jours. Je leur fais plus confiance, on va dire, sur les thèmes, les choix de sujets, etc. Et on les définit ensemble. Voilà. On essaye de construire, par exemple, Lucchini, c'était mon envie, c'est la première. C'était vraiment une grande envie pour moi, parce que j'adore ce mec. Voilà, c'est comme ça, avec ses défauts, ses qualités. C'est quelqu'un qui me touche énormément, depuis longtemps, depuis toujours. Je vais à toutes ses pièces, même quand j'avais 20 ans, j'allais ses lectures, ses lectures de textes. Mais voilà, c'est énorme. Et donc j'ai bataillé pour la voir pour la première. Et à partir du moment où j'avais l'accord de Lucchini, qui en plus nous recevait chez lui, je vous invite à regarder l'interview parce que c'est un très bon Lucchini. Il n'est pas dans le sketch, il est vraiment dans l'intime et dans sa vérité à lui. Il nous reçoit chez lui, dans sa maison dans le sud. Et ben à partir de là, quand on a l'accord de Lucchini, on construit l'émission autour. Et là, c'est l'idée du rédac chef ou du producteur de dire bon, ben, on va faire toute une émission autour de l'art de parler. Votre acolyte sur France Inter, Nicolas Demorand, lui, on croit que il l'a dit plusieurs fois, il adore la culture. C'est un peu son rêve, c'était du journaliste culturel. Il a fait une émission sur France 3 il y a quelques années qui s'appelait Drôle d'endroit pour une rencontre, qui était pareil, un concept très intéressant qui n'a pas bien marché. Et depuis, il a dit plusieurs fois qu'il avait renoncé parce que pour lui, il y avait des contraintes trop fortes pour parler de culture à la télévision. Mais c'est très dur. C'est pour ça que je vous dis, vous devriez plus le soutenir. Je pense que le message est passé, non? Je crois que le message est bien passé. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Mais quand vous... Voilà. Monsieur est là, monsieur qui imite Lucchini. Quand Nicolas Demorand voit donc, le stupéfiant, ça marche, il en parle avec vous, s'il n'a pas des regrets. Il est fou de jalousie. Je me demande s'il n'est pas un peu jaloux. Quand même. Il n'est pas jaloux parce que Demorand, il est très heureux cette année. Il est très heureux à la matinale d'Inter. C'était un vrai challenge pour lui de revenir là où il avait été. C'est très difficile de revenir sur les pas où vous avez été. Il a eu des moments plus difficiles, à Libération, etc. Et là, je vois tous les matins un homme heureux. Il est très heureux. Je crois que ça s'entend à la radio. Donc il n'est pas du tout jaloux, il s'en fout. Il n'a plus envie de faire de télé tout le monde. J'ai l'impression qu'il a été assez vacciné. Ouais. Donc vous avez dit vous-même, vous avez fait cette émission politique en pleine période électorale. C'est un peu un Graal pour un journaliste politique. Vous faites une émission culturelle très cotée aujourd'hui. C'est quoi le prochain Graal pour vous? Qu'est-ce qui vous ferait avancer maintenant? Je ne sais pas. Vous avez envie de diriger une rédaction, de présenter un 20h Alors, le 20h, pas du tout. Et pourquoi? Ça ne m'intéresse pas. Je vous le dis officiellement. On m'a déjà approché pour ça, il y a 2 ans. Je ne crois pas que Moi, il me faut de l'interaction, en fait. Discuter avec un prompteur et j'aime vraiment l'interview et je vous dis ça, peut-être que dans 5 ans, je vous dirai le contraire et vous me ressortirez la bande en disant... Mais j'ai vraiment pas envie, c'est vraiment pas mon rêve. La direction d'une rédaction un jour, oui, peut-être. Vous savez, j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui est allée très vite ces 4-5 dernières années. Et ben, je vais avoir 40 ans bientôt, dans un an. Mais j'ai envie j'ai envie pour une fois de me laisser porter et que j'avais un ami qui disait cette phrase, la vie invente. Et moi, j'ai toujours fait en sorte qu'elle invente pas trop, que je sois à la manœuvre de ma vie. Je suis quelqu'un qui est dans le contrôle à mort. Et si, en fait, je pouvais être surprise par quelque chose, je me laisse aller à me laisser porter. D'accord, très bien. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans le public pour Léa Salamé? Madame. Est-ce qu'il y a des micros? Je pensais qu'il y avait des micros. Sont où les micros? Il n'y a pas de micro. Madame, il va falloir parler fort. Ouais, allez-y, madame. Bonjour. On a parlé de stupéfiants. Indépendamment de votre carrière qui est magnifique, je trouve que dans stupéfiant, vous êtes un peu rigide. Pouvez-vous améliorer un petit peu? On avait dit pas de déclaration d'amour. Eh bien oui, madame, dès cet après-midi, je vais écouter votre conseil. Je vais essayer d'être moins rigide. Je vous promets, je vais faire un effort. Autrement, déclaration d'amour, je vous admire beaucoup. Moi aussi, madame, je vous admire beaucoup de poser cette question-là. Oui. Vous parliez de féminisme, etc. Est-ce que vous avez un souci d'interviewer autant de femmes que d'hommes pendant la matinale de France Inter, ou c'est l'idée qui... C'est un souci, mais c'est un échec. Puisqu'il y a, bien sûr qu'on a un souci, pour ceux qui n'entendent pas, d'interviewer autant de femmes que d'hommes.
nous échouons. Hein. Mais il est évident qu'on a, dans cette fameuse réunion du lundi, quand on commence à voir, il y a toujours quelqu'un pour dire « Attends, ça fait 4 hommes d'affilée, là. Merde. » Et on change. Donc, ce qui fait que vous allez avoir, ça reste nul, hein, mais entre 20 et 30% de femmes sur une semaine ou un mois, et 60%, 70% parfois d'hommes. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Je ne sais pas, c'est la poule et l'œuf. Est-ce qu'il n'y a pas assez de femmes éloquentes ou est-ce qu'on ne va pas les chercher? C'est toujours la même question, je n'ai pas de réponse. Et est-ce que ça progresse quand même un peu? Oui, ça progresse un peu, mais ça reste. On ne va pas du tout se faire un satisfecit sur ça parce que ce serait honteux. Les femmes qui refusent de venir. Non, les femmes ne refusent pas. Non, les femmes ne refusent pas. On n'y pense pas forcément, c'est ça en fait? On pense pas forcément sur un sujet, on pensera forcément à un homme? Quand on pense au sujet, quand il va y avoir quelque chose, l'Aquarius, vous en parliez, quand il y a le remaniement ministériel la semaine dernière, quand il y aura dans une semaine la présentation du projet de loi sur les retraites, le premier truc, c'est de trouver le meilleur invité pour ça. Donc on n'est pas là en train de se dire une femme. Mais ensuite, on regarde ce qu'on a fait, on regarde notre semaine, et parfois on a très peur. C'est-à-dire que parfois, à 7h50 et à 8h20, il n'y a pas de femmes. Donc on fait vraiment, on essaye de faire un effort. Et puis vous avez des semaines bénies, où c'est quasiment 50-50, mais c'est rare. Semaine de congé scolaire, peut-être? Non, là c'est en général les 8e couteaux. Non. Pour ça, la question, comment vous êtes un vrai modèle en termes de carrière pour nos filles, pour tout le monde. Comment vous articulez Comment arrivez-vous à articuler votre vie pro et votre vie privée? Coquine. Alors je vais vous répondre en citant Cate Blanchett, que j'ai interviewée à Cannes. Lors du festival, là, quand elle était présidente il y a 6 mois. Et je lui ai posé la question, alors évidemment, la même question que vous, je lui ai posée. Comment vous faites? Alors elle, accrochez-vous, elle est actrice 2 fois oscarisée, immense actrice. C'est une vraie femme engagée, contrairement à moi, elle prend vraiment des positions très fortes, et elle a 4 enfants. Okay. Donc je lui ai posé la question, comment vous faites? Et elle m'a répondu 2 choses. Elle m'a dit, la première, c'est que je m'étonne toujours qu'on me pose la question à moi et qu'on ne pose pas la question aux hommes, ce qui est vrai. Et la deuxième, qui est une réponse plus forte et plus originale, elle m'a dit, vous savez, je suis comme toutes les autres femmes, je n'y arrive pas. Eh bien, je vous répondrai la même chose que Cate Blanchett, à mon petit niveau, je n'y arrive pas. Madame? Depuis quelque temps, la matinale de France Inter est filmée. Moi, je trouve ça plutôt sympa, mais est-ce que c'est pas une grosse contrainte pour vous? Non, c'est juste un moment de modestie, parce que voir sa tête le matin sans maquillage, sans coiffage, c'est toujours très violent. Surtout quand vous faites de la télé, pourtant ils ont fait un effort cette année, ils ont mis des spots. L'année dernière, c'était quand même, on était dans une cave, sombre, etc. C'était vraiment atroce. Les hommes s'en foutent, de Morand, ils s'en foutent, sa gueule. Mais moi, non. Et donc ça m'ennuie, mais qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas de maquilleur, pas de coiffeur. On se réveille à 5h du mat, et puis au fond, c'est ça aussi. Je trouve ça aussi, que ça donne une image aussi de modernité, parce qu'au fond, oui, on n'est pas tout le temps coiffé, apprêté. On est comme on est, quoi. Moi, je me mets un peu de blush et j'arrive à la radio, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Monsieur? Bonjour. Moi, j'ai une question un petit peu angélique, mais vous avez parlé tout à l'heure de votre neutralité politique, du fait que vous défendiez que les gens sachent pour qui vous votez. C'est une question un peu bébête, mais est-ce que vous croyez vraiment à la neutralité politique dans le journalisme? Parce que, non. Voilà. Non. L'objectivité, la neutralité absolue n'existe pas. Mais vous avez des journalistes, il y en a plein, Natacha Polony, vous l'avez cité, qui sont clairement... Natacha, elle a toujours dit, ça n'existe pas, tout le monde est subjectif, tout le monde... Bon, moi, je pense c'est une histoire de nuances et de degrés. Vous en avez qui disent clairement pour qui ils votent, où on sent, où ils défendent, en tout cas, peu importe qui, c'est pas tant pour qui ils votent que les idées qu'ils défendent. Moi, si vous arrivez à savoir où je suis, peut-être vous savez, peut-être, mais moi j'essaye, en tout cas, ce qui m'anime, vous voyez, ce qui m'anime. D'ailleurs,
en général, on ne comprend pas à l'aune de ce que je lis sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand j'ai un macroniste le matin, je lis la quai du pouvoir, Léa Salamé, la caste, le système. Ensuite, quand je reçois quelqu'un de droite ou d'extrême droite, c'est la gauchiste Léa Salamé. Ensuite, quand je reçois quelqu'un de gauche, c'est ah là là, suppôt de Sarkozy, Léa Salamé. Donc, à un moment, ça me rassure parce que comme je me prends de tous les côtés, c'est bon signe. Et en même temps, les gens ne comprennent pas parfois. Alors peut-être que pourtant, ça fait quand même quasiment 5 ans que je fais cette matinale d'Inter avec toujours la même manière d'interviewer, c'est-à-dire l'interview contradictoire. C'est-à-dire que si j'ai Mélenchon en face de moi, ça sera une question où j'essaie de trouver, de le déstabiliser sur ses positions. Ça ne veut pas dire que je pense ce que je dis. Ça veut dire que je prends tous les contre-arguments et je lui oppose. Quand j'ai quelqu'un du gouvernement, je prends tous les contre-arguments et toutes les critiques de son projet de loi ou de sa loi, et je les lui oppose. Même chose pour la droite, même chose pour l'extrême, c'est toujours la même chose. Tous les matins, c'est la même chose. C'est que ça sert à rien d'être journaliste, c'est juste pour dire ah c'est magnifique, quel beau projet de loi, quel beau programme, Jean-Luc Mélenchon, quel beau. C'est pas ça. On n'est pas le journaliste. Hein ? C'est un peu la corrida finalement. Non, c'est la corrida, vous dites ? Non, c'est pas la corrida. Mais c'est pas attaquer. C'est notre job, c'est de mettre le couteau dans la plaie, sinon on ne sert à rien. C'est d'essayer de trouver ce qui ne va pas, ce qui pêche, Voilà, c'est tout, c'est juste notre job. C'est comme ça en tout cas je l'envisage. Ça ne veut pas dire être agressif, il ne s'agit pas d'être agressif. On dit souvent d'une femme qu'elle est agressive, on trouve qu'un homme est super pugnace. Mais voilà. Oui, madame. Oui, c'est vous. Ouais. Déjà, bonjour. Bonjour. Merci pour votre parcours, vous êtes une inspiration. Je voulais savoir justement dans cet emploi du temps qui est extrêmement chargé, comment trouver la force de faire tout ça et aussi les temps de curiosité. Parce que j'imagine que quand on a fini tout ce programme-là, on a envie de déconnecter, de se recentrer sur soi-même, son programme, sa vie. Et comment justement trouver le temps de se renseigner pour les prochains programmes du lendemain de la semaine. Oui, mais c'est ça qui est très difficile, vous avez mis le point. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de moments gratuits. Au fond, tous dans notre vie, on aime avoir des moments où on est dans, j'allais dire la contemplation, mais ça peut être la contemplation d'une exposition, ça peut être la contemplation de son plafond, mais dans un moment d'oubli de soi. Et c'est vrai que mon problème, c'est pas tant encore que d'assurer le matin, le soir, l'après-midi, les soirs, c'est d'être tout le temps, vous voyez, là je réfléchis en même temps, en venant ici, je pense à mon interview de demain, on a le ministre de la Culture, tout en pensant à mon tournage de tout à l'heure, tout en pensant à Al Pacino, évidemment, parce que c'est écrasant et que ça me fait flipper. Donc voilà, c'est tout le temps être pour le lendemain. Et c'est très très difficile pour moi. Vous voyez, je ne peux pas lire un roman. C'est impossible pour moi en période scolaire, enfin en période de boulot. Je peux le faire pendant les vacances. Et voilà, alors ce qui est facile, parce que je pense que vous n'avez pas encore d'enfant, c'est quand vous avez votre fils qui vous sourit ou qui vous... Et là, vous déconnectez vraiment. C'est le seul moment où... moi, c'est le moment où... C'est le seul qui arrive à complètement me prendre à des moments et j'oublie tout et je lâche mon portable et pendant 1 heure ou 2, je suis avec lui. Et là, je déconnecte vraiment. Merci, mademoiselle. Merci. Madame. Alors, attendez, moi, c'est pas une question. Vous me trouvez trop rigide. Pas tellement envie de rigoler parce que je suis pas mal énervée. D'accord. J'écoute France Inter ou 8 jours non-stop depuis des décennies. Ce qui m'a énormément choqué le jour où Nicolas Hulot a démissionné, c'est qu'avant l'interview, lorsque vous avez pris un café, Thomas Legrand, quelques jours après, a déclaré sur les mêmes ondes, direct à France Inter, que vous l'aviez un peu chauffé en parlant de Nicolas Hulot. Et franchement, moi, je trouve ça très bon. Qu'est-ce qui vous choque dans ça? On l'a pas chauffé en fait, il était... Ah, c'est ce que Thomas Legrand a dit. Non, on l'a pas... Alors ça, Fake news. Ça, j'en suis absolument... Non, vous avez raison, non, je dis pas que c'est... Ce que j'essaie de vous dire, c'est... Il a dit qu'on l'avait chauffé? Oui. Non, il était très énervé de cette réunion avec les lobbyistes. Et donc nous, on prenait ça, et donc on lui disait... Tiens, on a eu un échange où on le sentait très énervé, mais on n'est pas là, on l'a pas fait monter volontairement. Il était déjà très énervé. Mais en même temps, il ne nous disait pas du tout qu'il allait démissionner. Pas une seconde. Ah ben oui. Donc, si vous voulez que je prenne la responsabilité de sa démission...
Ne rigolez pas. Non, non. Ça c'est un fait puisqu'il l'a dit. N'empêche que Thomas Legrand a dit on l'a un peu chauffé. Il l'a dit, il a déclaré sur les ondes de France Inter. Non, 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 mais je pense qu'il l'a dit, mais je vous explique juste parce que j'y étais à ce moment-là. J'étais dans ce café-là. Je vous dis qu'on a vu quelqu'un qui était très en colère, qui a dit il faut pas me chauffer ce matin. Et donc on essaie de lui, évidemment, on essaie de lui demander mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Et il nous dit ce mec-là, Thierry Coste, qui était c'est scandaleux qu'un type comme ça soit. Mais nous, on n'a pas, si vous voulez, on n'est pas responsable de son geste. On n'a pas fait vriller. Il était très en colère. Je pense qu'il n'a pas dormi de la nuit. Je pense qu'il était lui-même en train de peser son pour et son contre. Est-ce qu'il sort, est-ce qu'il sort pas? C'est pas la première fois qu'il se posait la question. Oui, mais on n'est pas responsable, madame. Le gouvernement l'a retenu déjà 2 fois. Oui, mais votre colère, expliquez-moi pourquoi ça vous met en colère. Je comprends pas. Qu'est-ce qui vous met en colère? C'est que vous auriez aimé qu'il reste au gouvernement? Non, c'est pas ce que je vous dis. Ça m'a choqué que Thomas Legrand dise ça. Je lui dirai. Non, mais vous avez... Non, mais c'est bien. Non, mais attendez. Moi, je déteste les trucs trop caressants. Donc, madame, vous avez raison. Je transmettrai le message à Thomas Legrand. À mon avis, il a caricaturé un peu là, en disant on l'a chauffé. C'est pas vrai qu'on l'a pas chauffé. Il était déjà très, très chaud. Et voilà, peut-être qu'il s'est... Non, il s'est pas fait mousser. Franchement, si vous écoutez France Inter depuis du matin au soir, vous savez que Thomas Legrand a beaucoup de défauts, mais pas celui-là. Thomas Legrand est un des journalistes les plus humbles que je connaisse. C'est pas du tout un mec qui va... Franchement, honnêtement, je vous promets, j'en connais des fanfarons. Je peux même moi parfois être fanfaron, mais pas lui. Pas lui. S'il vous plaît, monsieur. Oui. Donc ma question n'a rien à voir avec votre talent, qui est pour moi incontestable et qui est très fort, très élevé. Simplement, bon, je constate qu'il y a des journalistes comme vous n'êtes pas la seule, qui êtes à la radio, qui êtes à la télé. Il y a Ruquier, je ne sais pas lui comment il fait, il est 2 heures à la radio, il a 2 ou 3 émissions de télé. Bon, C'est-à-dire qu'on cumule les mandats? Il y a Stéphane Bern, c'est pareil. Est-ce qu'il y a le plein emploi dans le journalisme? Ouais, vous avez raison. C'est une bonne question. Après, c'est une bonne question. Voilà, je peux pas vous dire. Après, moi, c'est un moment dans ma carrière où il se trouve que je suis tous les matins à la radio. Bon, l'émission politique cette année, comme c'est pas une année électorale, c'est une fois tous les mois et demi, donc c'est pas non plus que je truste ça. Et Stupéfiant, c'est une émission culturelle de deuxième partie de soirée. C'est pas non plus comme si j'étais tous les soirs, tous les matins, Je crois pas que je sature les ondes non plus à ce point. Mais oui, vous avez raison. Sans doute que j'ai pas de réponse. Mais je sais pas quoi vous dire. J'ai pas de réponse. Mais Yves Calvi le fait. Vous voyez, les 2 heures le matin à la radio et 2 heures le soir à la télé. C'est... Je sais pas. Moi, j'ai pas le sentiment avec une émission hebdo culturelle et une politique tous les mois et demi que non plus je suis tout le temps à la télé. Et... Si, vous avez l'impression de me voir trop? Non. Et alors, à ce moment-là, contradiction. Vous dites que, par exemple, vous avez du mal avec votre vie privée. Mais je vais vous dire... Aussi refuser des émissions. Oui, mais là, par exemple... Je serais peut-être désolé, d'ailleurs. Oui, C'est là où mais alors je vais vous dire, j'y ai réfléchi en juin dernier. Je me suis dit, est-ce que je rempile sur les 3 jobs? Et en fait, j'ai demandé à tous mes proches lequel je lâche. Et personne n'a été foutu de me répondre. Donc, entre la puissance de la matinale d'Inter et mon bonheur à être là tous les matins sur ce moment-là, entre la seule émission statutaire politique et une émission culturelle que j'aurais pu lâcher, vous me direz, on peut, à la limite... Mais on a vraiment réussi à créer quelque chose avec Laurent Bon, à fidéliser une communauté autour de 700 000 personnes tous les lundis soirs. Ça m'ennuie de les lâcher. Donc voilà, j'étais un peu... mais je vais le faire, ce choix-là, à un moment. Je vais décumuler mes mandats. Oui, monsieur. Justement, à propos de votre émission culturelle, vous avez indiqué tout à l'heure avoir très peu de temps à vous, à votre vie privée, etc. Donc, de ne pas lire de romans, donc de ne pas aller au théâtre, au cinéma, de ne pas avoir le temps de voir des histoires, etc. Comment faire une émission culturelle sans être... En étant totalement inculte.
Non, non, je lis tous les romans quand il faut les lire pour Inter, etc. Je délègue pas pour ce. Quand je reçois les invités, je lis tout, j'écoute tout, etc. Ça c'est la base chez moi. J'ai pas. On a des aides, on a des gens qui nous apportent de la doc, mais vraiment je fais tout moi. Mais je sais pas quoi vous dire. Je me concentre quand j'ai Michael Jackson. Je me fais une semaine de Michael Jackson où je lis tout sur lui, etc., pour réussir à poser les bonnes questions. Là, j'ai fait Eddie Mitchell ce soir. Vous pouvez voir sur Stupéfiant. On a une spéciale salle de cinéma avec une émission absolument marrante, avec un Eddie Mitchell sans filtre qui bastonne tout le monde. Et on l'a fait là où il tournait la dernière séance pendant 20 ans. Et donc, on est revenu sur les lieux de ce cinéma qui est à Romainville. Et ben voilà, là je lis, je me fais du Eddie Mitchell pendant 48 heures où je rentre dans la personne d'Eddie Mitchell. Là, j'ai passé mon week-end avec Al Pacino. Vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, oui, madame. En documentation. En document, je l'ai pas encore vu. Oui, ce que vous le disiez tout à l'heure, c'est qu'en fait, vous n'avez plus de romans pour le plaisir, en fait, c'est de manière gratuite. L'acte gratuit, en fait, c'est ça qui me manque le plus. Peut-être encore une question avant que... Mais parfois que l'intuition vous trompe. Parfois vous avez la mauvaise intuition. Vous voyez, sur Juppé, j'étais sûre de mes questions l'après-midi. Hein. J'étais sûre de moi. Et c'était certainement nul. Donc parfois vous vous trompez vous-même. Votre intuition vous trompe. Et même quand j'avais testé mes questions avec mon rédacteur en chef à l'époque et avec David Pujadas à l'époque, tout le monde était content de mes questions et c'était nul. Bah voilà. Monsieur. Oui, alors j'ai une question un peu plus générale sur le journalisme politique. En fait, quand on écoute beaucoup les politiques, le reproche principal qu'ils font aux journalistes politiques, c'est de s'attarder beaucoup trop sur la politique politicienne, sur la petite phrase, sur machin au gouvernement se sent pas bien, machin comme ça. Est-ce que, selon vous, ces critiques, pas vous spécialement, mais les journalistes politiques dans l'ensemble, est-ce que c'est justifié? Est-ce que vous trouvez le journalisme politique à la hauteur en France aujourd'hui, de façon générale? Écoutez, les mêmes qui reprochent aux journalistes... Moi, je veux bien faire l'autocritique des journalistes, on fait que ça, je veux bien balayer devant ma porte, il n'y a pas de souci. Mais là, j'ai le sentiment qu'on est beaucoup plus attaqué qu'autre chose en ce moment, et notamment la dernière semaine. Donc, je pense que ceux qui nous reprochent de ne trop nous attacher à la petite phrase, ce sont ceux qui la font, la petite phrase. Pardonnez-moi de vous dire, je ne vais pas citer de noms, mais vous avez vous-même des noms d'altercations entre certains hommes politiques, parfois les premiers d'entre eux, avec des gens, ils savent exactement ce qu'ils font, parfois même ils le mettent eux-mêmes sur leur site internet. Quand Emmanuel Macron tweet lui-même avec son service de com la phrase pognon de dingue, il sait exactement ce qu'il fait. Voilà. C'est maintenant qu'elle arrive, madame. Oui, il était temps. Merci. Alors, encore une question, madame. Allez, une dernière. Oui, oui, c'est beau. Que ça serve à quelque chose, quand même. Oui, j'aurais aimé avoir votre avis sur les émissions qu'on voit beaucoup maintenant, où ils invitent des experts qui durent plus longtemps, qui sont quand même assez différentes. Est-ce que un jour ça vous intéresserait d'animer? Quoi, par exemple? Je passe à C'est dans l'air, à ce genre d'émissions qui sont quand même assez différentes, qui sont sur un temps plus long, mais qui sont plutôt axées sur plus des experts que des hommes politiques. Est-ce que pour vous, quel est le... J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus, que c'est quelque chose d'assez nouveau par rapport à il y a quelques années. Écoutez, je trouve que Caroline Roux le fait très bien. C'est dans l'air. Non, honnêtement, moi j'aime bien les... Non, je suis bien là où je suis et je trouve qu'elle fait très bien C'est dans l'air. Donc, ma question c'était plus, est-ce que pour vous c'est totalement différent? C'est plus sur oui, c'est différent. Voilà, oui, c'est pas vraiment... C'est différent. Je vous assure que faire 3 heures de direct sur France 2 avec un homme politique, c'est très dur. C'est une machine de guerre vraiment très, très difficile à préparer. Quasiment toutes les émissions de télévision sur les grandes chaînes, TF1, France 2, France 3, sont toutes enregistrées. L'émission politique est une des rares qui est en direct, hors chaîne d'info. Et voilà, en prime time,
prendre le risque face à TF1 qui diffuse des séries américaines, des séries françaises sur France 3, prendre le risque d'aller parler de politique à un moment où les gens n'ont pas forcément envie de politique, avec un homme politique, préparer toute une mise en scène avec des intervenants, des gens qui lui apportent la contradiction, etc., en direct, en prime, c'est, à mon avis, une mission de service public, et c'est la grandeur du service public qui est la seule chaîne à proposer ça, puisque les chaînes privées, TF1, M6, etc., ne se réveillent qu'une fois tous les 5 ans au moment de la présidentielle. Et après, ils ne font pas d'émission politique parce que ça marche moins bien qu'une série américaine, je vous le confirme. Mais c'est un risque d'audience, et c'est le risque, c'est ça la grandeur du service public, c'est de proposer les jeudis de l'info, avec envoyé spécial, avec complément d'enquête, avec l'émission politique. C'est ça aussi la force du service public et la différence avec le privé. Merci. Merci beaucoup Léa Salamé. Merci à tous. Et bon courage pour Al Pacino ce soir. Merci.